Donc, l'ONU célèbre en ce moment son 70e anniversaire. Alors, quel bilan tirer de ces 70 ans Ah oui. Donc, quel bilan tirer de ces 70 ans d'action des Nations Unies? Alors, certes, l'ONU a été beaucoup critiquée, et cela ne date pas d'hier. Déjà, le général de Gaulle, dans les années 60, l'a surnommé le machin. Alors, c'est vrai on peut penser qu'il y a eu des échecs, notamment en matière de maintien de la paix, qui est une de ses missions premières. La guerre civile, la guerre en Syrie, qui dure depuis 5 ans et qui a déjà fait 250 000 de morts, ou encore quelques années auparavant, la guerre des États-Unis en Irak depuis 2003, que l'ONU a dû avaliser pour ne pas perdre la face, ou encore dans les années 1990, le génocide du Rwanda ou le massacre de Srebrenica, pour lesquels l'ONU est restée impuissante, ou encore dans d'autres domaines, puisque dans l'action onusienne, il n'y a pas que le maintien de la paix, il y a aussi l'aspect économique et social et santé avec l'OMS. L'échec de l'OMS à trouver des solutions efficaces à l'épidémie de sida qui s'est déclenchée depuis les années 80, ou encore dans le domaine couvert par l'UNESCO, qui est le domaine du patrimoine mondial. L'échec à sauvegarder les sites classés sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial, avec la destruction par exemple de Palmyre récemment, en octobre 2015, tout cela nous donne un tableau qui peut laisser conclure à l'échec de l'ONU. Mais malgré ces échecs et ces limites, l'ONU reste un mécanisme indispensable car elle est l'instance mondiale la plus démocratique. En effet, avec ses 193 États membres qui sont représentés chacun par une voix à l'Assemblée générale, c'est une instance qui est plus démocratique que d'autres instances comme l'OMC ou le FMI. Le FMI qui a, je le rappelle, un système de vote pondéré, c'est-à-dire que les États ont plus de voix en fonction de leur niveau de richesse et non pas de leur population. Ou encore la Banque mondiale ou l'OCDE qui ne comporte que pas plus de 35 États membres et qui est souvent dominé par les États-Unis, ou encore les G7, G8, G20 qui ne regroupent que les États les plus riches, les plus puissants du monde. Donc l'ONU apparaît comme l'instance mondiale qui est la plus universelle en fait. Et de plus, elle est fondée, depuis sa charte de 1945, sur des valeurs progressistes, puisqu'il figure des termes comme le progrès social, le plein emploi et les droits de l'homme, ce qui ne figure pas dans les chartes et les actes constitutifs d'autres organisations internationales. Elle a, depuis sa création, fait une importante action normative, c'est-à-dire avec des textes comme des conventions ou des déclarations. Avec par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou les 2 pactes de 1966, le pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques et sociaux, ou encore la déclaration, la Convention sur les droits de l'enfant de 1989, ou d'autres parfois moins connus mais tout aussi progressistes, comme la Convention sur les travailleurs migrants, sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, qui date de 1990 et qui est un texte très avancé parce qu'il dit que ces travailleurs migrants ont le droit au même traitement en fait juridique que les citoyens des pays d'accueil, même si ces personnes ne sont pas forcément légalement installées, ou encore la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007, qui vise à préserver les droits souvent bafoués par les multinationales des peuples indigènes, souvent d'Amérique latine ou d'Océanie. Donc, elle a fait une action importante, mais le problème souvent ne vient pas forcément de l'ONU, mais des États, de certains États qui ne ratifient pas ces textes. Par exemple, on peut penser aux États-Unis qui n'ont pas ratifié ni signé la Convention sur les droits de l'enfant, puisque en fait, les États-Unis autorisent l'emprisonnement d'enfants, par exemple, et ça, c'était interdit dans ce texte, ou encore la Convention sur la diversité culturelle, promue par l'UNESCO depuis 2005, qui affirme que la culture est un droit, un bien public mondial auquel tout le monde devrait avoir accès, qu'on soit riche ou pauvre, alors que les États-Unis défendent l'idée que la culture, c'est une marchandise et qu'elle doit être soumise aux règles du commerce, de l'OMC, et pas à cette vision humaniste de l'UNESCO. Donc, c'est souvent que de certains États que vient le blocage. En matière de maintien de la paix, les casques bleus créés en 1948 et qui ont eu le prix Nobel de la paix en 1988 ont accompli une action importante. Ils ont été 2400 à mourir au combat depuis le début et au total, il y a eu plus de 60 opérations de maintien de la paix. Paradoxalement, à première vue, c'est depuis la fin de la guerre froide qu'il y a de plus en plus d'opérations de maintien de la paix de l'ONU.
Il n'y en a eu pas plus de 15 pendant la guerre froide et il y en a beaucoup plus depuis. Aujourd'hui, il y en a environ 16 et dont 9 en Afrique et elles portent leurs fruits. Par exemple, récemment au Mali, il y a eu un accord trouvé grâce à l'ONU entre les parties adverses. L'ONU a aussi été active en matière d'aide au développement avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, créé en 1966, qui a fait beaucoup de projets d'assistance technique et d'aide à la construction d'écoles, de bibliothèques, d'hôpitaux dans le monde. Et surtout, l'ONU a été un formidable laboratoire d'idées novatrices, en fait. Elle a créé, enfin, les agents, les fonctionnaires ou les experts associés à l'ONU ont développé des idées nouvelles, comme par exemple celle de développement durable, introduite avec le rapport Brundtland de 1987, qui est aujourd'hui devenu un concept central. D'autres concepts aussi, comme celui récemment apparu de responsabilité de protéger, un concept qui dit que si un État n'est pas capable de protéger sa population, il revient à la communauté internationale et à l'ONU de le faire. C'est un concept très opératoire et d'actualité aujourd'hui et qui universalise en quelque sorte la notion française de devoir ou droit d'ingérence. Il y a aussi la notion de patrimoine mondial, donc j'en parlais tout à l'heure, avec l'UNESCO qui a aidé à faire prendre conscience que le patrimoine, les monuments, les sites sont un bien public mondial qui appartiennent à toute l'humanité et qu'il faut préserver. Et aujourd'hui, cette liste du patrimoine mondial est très connue et respectée. Et d'autres notions encore ont été promues par les Nations Unies et sont ensuite passées dans le langage courant sans qu'on se rappelle toujours qu'elles viennent des Nations Unies, comme la notion de développement humain aussi, avec la création par l'ONU de l'indice de développement humain, qui a une manière plus juste de mesurer le degré de développement d'un pays, alors qu'avant on le mesurait seulement avec le PIB, ce qui ne reflétait pas vraiment le niveau de vie, la qualité de vie dans un pays. L'indicateur de développement humain le reflète mieux et prend mieux en compte justement les aspects humains, la manière de vivre, en prenant en compte l'espérance de vie et le niveau d'éducation. Mais malgré ces apports importants, l'ONU a des faiblesses qu'elle doit corriger au XXIe siècle pour être plus efficace. Tout d'abord, c'est une entorse. Il y a une entorse à son caractère démocratique avec le système des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont le droit de veto. Ça, c'est un privilège qui apparaît en contradiction avec son aspect démocratique. Et puis en plus, il a été néfaste parfois ce droit de veto parce qu'il a empêché l'ONU d'agir dans certains aspects, dans certains enjeux importants. Par exemple, si elle n'a pas agi pour les enjeux comme la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam, c'était à cause de la menace de veto français ou américain. Donc le veto souvent est un handicap à une action efficace. Et il faudrait aussi démocratiser plus encore son fonctionnement parce que il est parfois opaque, notamment le recrutement. On peut donner un exemple à tous les niveaux. Le recrutement est opaque. Par exemple, dans les années 70, il y a eu un secrétaire général, Kurt Waldheim, qui était un ancien nazi. Et ça a entaché le prestige de l'ONU. Il faut savoir que le secrétaire général, sa procédure de nomination n'est pas très transparente. Il est nommé et non pas élu par l'Assemblée générale et sur proposition du Conseil de sécurité qui se réunit en séance privée et qui traditionnellement ne propose qu'un seul nom. Donc ce n'est pas vraiment comme une élection ou un processus vraiment démocratique qui permettrait aux citoyens du monde de se sentir concernés par cette élection. Mais l'ONU a un rôle très important à jouer aujourd'hui, de plus en plus important, parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, les enjeux et les problèmes deviennent transnationaux. Ils ne peuvent plus être gérés au niveau d'un seul État. Donc, elle a des missions très importantes, comme réglementer les pratiques sociales des firmes transnationales, les firmes multinationales, qui souvent se jouent des frontières et cherchent les meilleurs rapports. Donc, l'ONU pourrait réglementer ces pratiques. C'est ce qu'elle avait essayé de faire avec l'OIT depuis les années 70, mais ensuite, dans les années qui ont suivi, ça n'a pas été suivi d'effet. Sa convention qu'elle avait adoptée n'a pas été suivie. Et avec Kofi Annan, depuis les années 90, l'ONU s'est plutôt, au contraire, rapprochée des intérêts des firmes transnationales en leur donnant plus de place au sein de l'ONU avec le projet du pacte mondial, le Global Compact. Et ça me paraît une pente dangereuse. L'ONU a aussi comme mission de réglementer la finance. Par exemple, d'œuvrer à créer une taxe sur les transactions financières.
Elle peut aussi essayer d'interdire, de rendre impossible les paradis fiscaux, parce que ça, un seul État ou 2 États ne peuvent pas le faire. C'est vraiment au niveau mondial qu'il faut y arriver. Elle doit aussi s'occuper des réfugiés. Ça, c'est un enjeu très important aujourd'hui, les réfugiés politiques, les réfugiés climatiques. Et elle a une longue expérience en la matière parce que déjà dans les années d'après la guerre, d'après Seconde Guerre mondiale, elle avait créé une agence spéciale pour cela. C'était l'Organisation internationale des réfugiés, qui s'était occupé de plusieurs millions de personnes, les personnes déplacées, les anciens déportés, etc. Donc l'ONU a une expérience en la matière et pourrait vraiment jouer un rôle clé pour l'accueil des réfugiés, pour gérer ces flux. Elle pourrait aussi agir, comme elle le fait déjà, pour l'environnement. Et il faut savoir qu'il n'y a pas eu que des échecs en cette matière, puisque concernant dans les années 80 la couche d'ozone, qui était menacée dans les années 1980, et bien finalement, grâce à 2 traités adoptés par l'ONU, la couche d'ozone a arrêté de se dégrader. Et ça, c'est un succès redevable donc à l'ONU. Et elle peut agir aussi contre le terrorisme, contre la menace de Daesh, la menace terroriste. Et donc pour cela, il faudrait que les États acceptent de donner plus de pouvoir à l'ONU, plus de pouvoir de sanctions ou de force contraignante à ces textes, à ces conventions, et donc la renforcer, car elle a un rôle, démocratiser son fonctionnement aussi, car elle a un rôle crucial à jouer dans les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie.